Place au parti pris, on va continuer, mais chacun dans son axe et avec un regard différent, à parler de cette guerre depuis près de 3 jours maintenant, avec Ruth Elkrieff pour la politique, François Lenglet pour l'économie, et Abnous Chalmani. On est impatient de vous entendre aussi, Abnous, évidemment. Elle est contente. Je peux déjà faire un petit teasing. Elle est contente. Le grand sourire d'Abnous Chalmani. Ah ouais. Eh ben, on va vous entendre dans un court instant, Abnous. Merci. Mais c'est vous qui commencez, Ruth, parce qu'on va parler du 8 mai, qui est, disons-le, la note principale qu'on entend de la musique des politiques français. Et vous vous dites stop au 8 mai. Alors, bah oui, il y a des oui qui sonnent comme des non déguisés, des approbations qui sonnent comme des condamnations, des positions qui révèlent à l'arrivée l'ambiguïté, l'inconfort des positions de certains politiques français. Alors entendons-nous, c'est tout à fait légitime de s'interroger sur les conséquences de l'intervention américano-israélienne sur l'Iran, mais ne pas se réjouir d'abord de la liberté possible du peuple iranien et de ne pas partager les objectifs, en tout cas théoriques, de cette intervention, pour moi, c'est un problème. Alors, on va commencer par ceux qui ne sont pas surprenants dans leur réaction. Pendant que place de la République, il y avait des Iraniens qui fêtaient la mort de Khamenei dans une grande allégresse. On va peut-être voir les images. C'était à la pas place de la République, pardon. C'était place de la Bastille hier à Paris. Il y avait donc des gens qui fêtaient cette mort de Khamenei. On n'a pas les images. On n'a pas les images. C'est pas grave. Au contraire, on avait une poignée d'individus brandissant des drapeaux du NPA et de LFI qui protestaient contre l'attaque coordonnée des États-Unis et de l'Iran. Un rassemblement famélique, je vous rassure, mais qui quand même m'interroge. Je me dis, mais qui sont ces gens qui sont allés soutenir Ali Khamenei sur la place de la République à Paris? Voilà, qui ça peut être? Ils n'étaient pas très nombreux. Ah ben c'est ce que j'ai dit, famélique, on est d'accord. Mais enfin quand même, c'est intéressant. Pareil, pas très surprenant, Rima Hassan, la députée européenne française, qui défend le régime iranien. Elle a publié un drapeau américain en feu, d'abord, et puis elle a publié un tweet. L'Iran a le droit de se défendre, Israël a le droit de la fermer. Pas un mot sur les femmes iraniennes, sur les 30 000 manifestants tués au cours des dernières manifestations, etc. Pas surprenant, je vous le disais. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a dénoncé d'emblée l'attaque américaine. Quels sont leurs objectifs? Une fois de plus, ni les libertés démocratiques, ni le désarmement dans la région, mais le pétrole. Hier, à Perpignan, il a quand même se senti obligé de reconnaître que la mort de Ali Khamenei ne lui faisait pas éprouver de la tristesse, parce qu'il pensait aux milliers de victimes qu'il avait fait, à la lutte implacable qu'il avait menée contre son peuple. Pour autant, pas question de ne pas plaider pour ce qu'il appelle la paix. Maintenant que vous avez tué les principaux dirigeants de la révolution, nous voulons le cessez-le-feu. Les guerres préventives, ça n'existe pas, vous le savez. Mais les guerres propres non plus. Et quant aux premières bombes, il y a déjà 100 morts de tués dans une école, alors on dit assez, stop, arrêtez, stop. Voilà, les 100 morts dans une école, c'est une information iranienne qui a été contestée, discutée. Voilà. On n'a pas eu l'occasion de vérifier par une source indépendante. Exactement. Et on a encore moins eu la possibilité de savoir d'où était parti le tir. Exactement. Il faut avoir en mémoire les précédents. Voilà, elle est juste reprise telle quelle par Jean-Luc Mélenchon, comme on vient de l'entendre. Même argument du droit international pour Marine Tondelier. Elle dit espérer la libération du peuple iranien, mais elle aurait préféré qu'il soit jugé que tué. Mais c'est vrai, on s'est rendu compte depuis 1979 que la justice fonctionnait parfaitement bien dans ce régime. Alors Olivier Faure, lui aussi, il refuse heureusement de pleurer sur le bourreau du peuple iranien, mais il demande que le processus de transition soit placé sous l'égide des Nations Unies afin d'éviter que le chaos succède à la tyrannie. C'est vrai que l'ONU, qui a placé le régime iranien à la tête de nombreuses commissions, dont la Commission des droits de l'homme, est complètement crédible pour superviser ce processus. Allons à Dominique de Villepin. Pas de surprise là non plus. Celui qui rejoue en permanence ce scénario de 2003. Dans un discours, un texte discours, il dénonce les 50 ans de pression du régime tyrannique, l'aspiration légitime des Iraniens à la liberté. Mais cette intervention qui prétend tenir compte de cette aspiration ne prend à aucun moment en compte les intérêts du peuple iranien. Elle ajoute de la souffrance à la souffrance.
Quand des dizaines d'innocents meurent sous les bombes dans une école de filles dans le sud de l'Iran. De la même façon, nous voilà repris cette information, encore une fois non confirmée, directement reprise par un homme politique français de la bouche du régime iranien. Les États-Unis ont ouvert une enquête, il faut le dire aussi, sur le bombardement de cette école. On ne sait pas. Ouais, voilà. C'est possible. Hein. Enfin, je veux dire, il faut. Bien sûr. C'est extraordinaire quand même qu'avec la précision des tirs depuis le premier jour et le fait que le territoire iranien est parfaitement connu des Israéliens qui se disent comme ça un samedi matin, tiens, si on bombardait une école de filles, ça pourrait être sympa. Il y a plusieurs hypothèses. La précision. Il y a plusieurs tous hypothèses. Les autres bombardements, ça m'étonnerait que, je pensais encore une fois, un missile perdu, mal tiré par les Iraniens, ce qui est arrivé régulièrement. De toute façon, là. Et on en aura d'autres des comme ça. En tout cas, c'est repris tel quel, c'est ça qui est un peu problématique quand même. Il y a du cynisme et même une forme de lâcheté, dit Dominique de Villepin, à jeter un peuple sous les mitrailleuses du régime sans lui donner les moyens et les appuis d'y parvenir. En revanche, il n'y a aucune lâcheté à regarder les Iraniens se faire massacrer en sautant comme un cabri, en répétant droit international ou négociation avec un régime qui a menti depuis sa création. Et Dominique de Villepin de conclure que le courage aujourd'hui n'est pas de frapper, mais de tenir la règle quand tout pousse à la rompre, parce que c'est la seule force qui protège durablement, comme les Iraniens s'en sont rendus compte. Depuis des années, cette règle les a protégés, bien évidemment. Bon, alors tout cela sont des adeptes du oui mais. Ils ont oublié que dans les années 80, le régime de Khomeini avait ordonné l'attentat meurtrier du Drakkar, séquestré 11 otages français, des journalistes, commis des attentats, des meurtres, dont celui de l'ancien Premier ministre Chapour Barkhia en France, qui sont pris des otages, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont quand même des otages français. Ces adeptes du oui mais, ils ont du droit international une vision assez élastique, parce que est-ce qu'ils ont jugé illégal le financement depuis 47 ans de tous les groupes terroristes qui s'attaquent aux démocraties, l'appui aux Houthis qui entravent le commerce international ou au Hezbollah qui alimente le trafic de drogue mondial? Là-dessus, le droit international, je ne sais pas très bien où il est, mais on n'en a pas entendu parler. Pas d'ambiguïté, en revanche, du côté de Gabriel Attal, qui confie au Figaro ne pas condamner cette intervention, parce qu'il considère justement que le droit international ne peut pas être le bouclier de ceux qui le bafouent matin, midi et soir. Et il poursuit en espérant que cette opération désarme définitivement les gardiens de la Révolution et rende au peuple iranien sa liberté. Marine Le Pen, elle était à Toulon, elle n'a pas non plus condamné. Écoutez. Donc le cycle de réplique pourrait durer plusieurs jours, il pourrait durer plusieurs semaines, avec tous les risques que ça entraîne d'ailleurs, des risques d'erreur, de frappe, des risques de victimes collatérales. Donc c'est évidemment un sujet de préoccupation. Bon, elle a d'abord, avant cette partie-là, elle avait dit tout ce qui peut permettre la libération du peuple iranien est positif. Voilà. Et elle avait émis ses réserves qui sont tout à fait normales et tout à fait logiques. Enfin, chez LR, les Républicains, François-Xavier Bellamy dénoncent le vide des communiqués désolés des capitales européennes et leurs expressions. Action unilatérale, escalade dangereuse, mépris pour l'ONU, et affirme combien il est absurde de revendiquer le droit international devant un régime qui n'a cessé de le violer. Alors, pour conclure, quelle est la position officielle française ? Puisque c'est de ça qu'il s'agit, je crains bien qu'elle ne soit l'exemple type de ces réactions pusillanime, verbeuse. Parce qu'Emmanuel Macron, qu'a-t-il fait tout de même dès l'annonce de l'intervention ? Il a d'abord dénoncé le risque d'escalade et la menace pour la paix, et il a appelé à reprendre le dialogue diplomatique en demandant aux dirigeants iraniens de négocier de bonne foi. Jean-Noël Barrot a même déploré que l'intervention américaine et israélienne n'ait pas été discutée dans des instances collectives. Bon, c'est la meilleure manière de faire fuiter les informations, à mon avis, mais moi je connais rien, je suis pas diplomate, je ne suis pas spécialiste. Bon, mais depuis que les amis, nos pays alliés, c'est-à-dire les États du Golfe, ont été attaqués, les frappes ont été très clairement condamnées. Écoutez. Les attaques de missiles, de drones lancés en réponse par l'Iran, d'une manière totalement disproportionnée et indiscriminée, ont touché des emprises militaires, de nombreuses cibles civiles. Notre priorité, je l'évoquais hier, c'est la sécurité de nos ressortissants. Voilà, alors la France a même reconnu que le régime iranien portait la responsabilité essentielle de cette nouvelle guerre. Ouf ! Il faut dire qu'à part l'Espagne, à présent, une bonne partie des pays européens ne condamnent plus l'intervention, et notamment
les pays de l'Est qui savent très bien que l'Iran a fourni Poutine en drones Shahid et qui ont été décisifs dans la guerre contre l'Ukraine. Pour finir, je voudrais vous recommander la lecture de la chronique de l'écrivain Kamel Daoud dans Le Point. Pourquoi la gauche mondiale préfère Khamenei vivant à l'Iran libre ? Pourquoi ces familles politiques préfèrent-elles l'idéologie à la chair des vivants ? Et il déplore ces familles qui défendent le droit international, la belle idée, au prix d'une vie prolongée de terreur, de torture et de pendaison pour les Iraniens. François, exceptionnellement, c'est Abnous qui va prendre le relais. Abnous, peut-être qu'on se trompe, mais on vous a imaginé rivé à votre téléviseur et à votre téléphone pendant ces 72 heures, quasiment 72 heures. Étrangement, je suis restée assez calme parce que je voulais pas m'avancer, mais effectivement, l'événement clé de cette intervention bienvenue et salutaire israélo-américaine de samedi. Bienvenue, Oui, salutaire et bienvenue. J'annonce la couleur tout de suite. C'est quand même l'élimination de Khamenei et... Non, soyons honnêtes. On va rappeler simplement que vous n'êtes une supporter ni de Trump. On vous a souvent entendu à ce sujet. Je le disais à un moment, je le répète, c'est pas ma tasse de thé pour être poli. Encore moins de Benjamin Netanyahou. Non. Mais là, vous dites attention à la grande hypocrisie. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais totalement, parce que, vous voyez, quand j'ai appris sa mort, j'ai tout de suite ces espèces de réflexes. J'ai appelé évidemment mes parents et je dis à mon père très solennellement tout dans mon éducation, mon éthique et tout. Et mon père m'a coupé en me disant mais ferme ta gueule. Pardon. Et là, il me dit, mais juste réjouis-toi, quoi. Il y a même pas. Alors que lui, vous voyez comment il est, un petit peu David Pujadas, mon père. C'est quelqu'un d'extrêmement pacifique, gentil, mais effectivement, comme à 12 ans, en 1989, il m'avait réveillé pour me dire Khomeini est mort et que j'avais dansé. Bon, là, j'ai pas dansé, j'ai passé l'âge, malheureusement, j'aurais peut-être dû faire un numéro de claquettes. J'aurais peut-être dû faire un numéro de claquettes, mais je vais le faire ce week-end, je pense. Comme Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, quand il a été éliminé, ou Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, quand il a été éliminé justement à Téhéran, je suis désolée, ces hommes-là, ils ont des litres de sang. C'est des fossoyeurs de l'humanité. Ils ont des litres de sang sur les mains et je pense que ce n'est pas faire preuve d'inhumanisme que de ne pas les pleurer et que même, allons-y, de se réjouir. Et pour ceux, et je suis d'accord, le besoin de justice. Mais alors, pour rassurer tous ceux qui, comme moi, pensent que la justice est catharsis, il y a 250 000 gardiens de la Révolution et quand même grosse portée de mollahs à juger après et que même en éliminant plein, il y en aura toujours à juger et qu'on aura notre Nuremberg des mollahs et des gardiens de la Révolution comme il y a eu Nuremberg des nazis. Je n'ai aucune inquiétude. Alors, quand même, j'avoue, ça fait un bout de temps, mais là, depuis 3 jours, on est quand même dans le grand n'importe quoi. J'ose le dire. Bon, je vais pas revenir sur, effectivement, la légitimité, le droit international dans un pays qui ne le pratique pas depuis 47 ans. Mais moi, ça m'amuse parce que quand on demande à ces gens-là, mais alors, qu'est-ce que vous au lieu de cette intervention, vous voulez quoi ? Et ils parlent des sanctions, de l'étouffement progressif du régime. Mais que je sache, cet étouffement progressif et ces sanctions depuis 47 ans, à part engraisser les mollahs et faire supporter à la population qui crève de faim les sanctions économiques, je vois pas trop bien ce qu'elle a fait. Et je rappelle encore, en termes de sanctions, ce mot qu'ils adorent, qu'il a fallu attendre les 8 et 9 janvier dernier et les 50, peut-être 60 000, on commence à parler de 60 000 morts en 48 heures qu'il y a eu en Iran pour que l'Union européenne tout d'un coup se rappelle que les gardiens de la Révolution étaient peut-être terroristes et que la France court après en disant non, on va être les derniers, il faut quand même qu'on y aille. Et que je sache, ni les communiqués scandalisés, ni les sanctions économiques, ni les présidents pseudo-réformateurs comme Khatami ou Rouhani, ni même l'accord sur le nucléaire de 2015, ni même l'accord sur le nucléaire de 2015 n'ont vidé la prison politique d'Evin des prisonniers, des opposants politiques, n'ont fait cesser les exécutions, n'ont fait cesser les Pasdaran et les Bassidji qui tiraient sur la population avec des armes de guerre, et ça depuis 1999. Et qui était au pouvoir en 1999 ? Un réformateur qui était alors très à la mode, c'était Khatami, et là tout le monde le trouvait formidable, et il disait quoi ? C'est pas moi qui décide, en gros je suis juste là pour la déco. Alors quand j'entends des analystes, par ailleurs très sérieux aujourd'hui, dire que vous savez, Massoud Pezeshkian, l'actuel président, il ferait partie, c'est le terme que j'ai entendu qui a été utilisé, des gentils. Des modérés. Non, des gentils, c'est ce terme qui a été utilisé, je le mets entre guillemets, c'est pas le mien. Modéré, gentil, maintenant c'est un petit peu la même chose. Mais moi quand j'entends ça, mais Massoud Pezeshkian, il a été élu grâce à qui ?
Je veux dire, en Iran, c'est le guide suprême, c'est l'ayatollah Khamenei qui décide qui se présente pas. Donc lui, il passé son temps pendant la campagne et après à remercier Khamenei. Et que je sache, pas une fois, il est là depuis 2024. Il a présidé à toutes les exécutions, il a présidé à tous les massacres. Donc non, je pense pas qu'on puisse négocier avec des assassins. Ça, je pense que c'est pas possible. Alors ceux qui le défendent, entre guillemets, disent parfois on est plus efficace à l'intérieur du système en essayant de l'infléchir. Ah, ça marche qu'à l'extérieur en étant un opposant, c'est-à-dire en allant en prison ou en exil. Ouais, l'accord sur le nucléaire devait servir à ça. Est-ce que ça a empêché les Iraniens? Alors on dit mais non, mais c'est parce que Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire. Mais vous pensez franchement qu'un régime de mollahs et de gardiens de la révolution qui ment effrontément à sa population, au reste du monde, a tout d'un coup enrichi de l'uranium en 2 ans? Non mais faut arrêter la blague. Et vous avez vu le nombre de missiles qu'ils ont. Et moi, il y a quand même un truc, c'est que cette espèce d'anti-impérialisme et d'antisionisme qui cache à peine son antisémitisme, c'est quand même ça le moteur, moi, que j'entends. Et pour prendre un exemple, souvenez-vous, Donald Trump, en janvier, qui s'adresse aux Iraniens et qui disent « Descendez dans les rues, l'aide arrive ». L'aide n'arrive pas, ce qui permet à plein de commentateurs d'expliquer que c'est pas les mollahs, au fait, qui ont du sang sur les mains, c'est Donald Trump, parce qu'il a promis une aide qui venait pas. Résultat, les Iraniens l'ont cru, sont allés dans la rue, se sont fait massacrer. Les mêmes commentateurs, je veux dire les mêmes à la boucle près, que ce soit des franco-iraniens ou des Français ou des chercheurs ou qui vous voulez, vous les retrouvez aujourd'hui qui expliquent que Trump, qui dit aux Iraniens, ok, là on est en train de faire le boulot dans les airs, on vous aide et tout, maintenant c'est à vous de prendre votre destin en main, de descendre dans la rue, de renverser les mollahs. Les mêmes vous disent, non mais attendez, et puis vous pouvez qu'on fasse tout le boulot quand même. Non mais dites-moi que je suis en train de rêver. C'est que clairement, ils disent, non mais attendez, Trump, il veut s'en laver les mains. Alors, il balance 3 bombes. Bon, il tue quand même Khamenei accessoirement. Et puis quand même, il coupe quand même des têtes qui ont quand même leur importance dans la hiérarchie de la monarchie. Mais là, quand il demande aux Iraniens de prendre leur destin en main, non. Alors, ces commentateurs, ils veulent quoi? Que l'armée israélienne et l'armée américaine, elles s'installent en Iran et prennent le pouvoir? Là, ça va? Là, on se met d'accord? Ce n'est que ça. C'est pareil pour Reza Pahlavi, le prince héritier, le fils du dernier shah d'Iran. C'est que quand même génial. Vous l'avez rencontré, hein, donc. Oui, je l'ai rencontré. C'était la première fois. J'avoue, je vais pas vous mentir, c'est assez clair. Il m'a accueilli. C'est que j'ai vraiment observé le personnage. Il m'a accueilli dans le sens où pas un moment où j'ai senti une volonté de prendre le pouvoir, mais le fait d'être un symbole de la continuité historique. L'Iran a été une monarchie pendant 4000 ans, et donc sa présence même fait de ces 47 ans de monarchie une parenthèse, et le fait qu'il ne sera qu'un garant de la transition démocratique, et qui va organiser un référendum. Et ça, c'est assez spectaculaire. Et donc, les mêmes, c'est ça qui me rend dingue, c'est que les mêmes qui vous expliquent à longueur de temps que, ce qui est vrai, l'Iran est la population la plus éduquée du Moyen-Orient avec les Israéliens, c'est les mêmes qui vous expliquent, pardon, je vais être familière, mais qui sont trop cons, parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils appellent le fils du Shah et qu'ils scandent son nom. Bah oui, c'est qu'en même temps ils sont éduqués, mais en même temps ils sont trop cons, ils savent pas, pardonnez-leur, ils savent pas ce qu'ils font. C'est quand même un truc qui est quand même erreur. Et on continue à expliquer sur beaucoup trop de plateaux que, vous comprenez, c'est une fabrication occidentale. Que je sache, Donald Trump ne l'a jamais rencontré non plus. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose. Et je veux dire, est-ce qu'on peut laisser aux Iraniens à l'intérieur, à l'extérieur, une réalité, c'est que, pardon, c'est une question de tripes. C'est que moi, j'ai envie de retrouver ma fierté perdue. J'en ai marre que mon pays de naissance, même si mon vrai pays, mon pays pour la vie, c'est la France. J'en ai marre que mon pays de naissance, il soit lié aux barbes de ces salauds de mollahs, et je le dis comme ça, de ces tueurs de gardiens de la Révolution, aux attentats, à la déstabilisation régionale, au fait que, pardon, c'est eux qui sèment le chaos depuis 47 ans dans cette région. Et aujourd'hui, on les voit tirer des missiles sur les pétromonarchies, sur Israël, ça devient une habitude. Mais attendez, ce n'est que, aujourd'hui, tout le monde le voit en vrai, mais depuis 47 ans, c'est ce qu'ils font en souterrain, c'est ce qu'ils font en coulisses, même dans les pétromonarchies. Je veux dire, c'est ça la force toxique des mollahs. Et j'en ai marre d'être réduite à ça. Vous savez quoi? Ouais, je préfère être tout d'un coup, avoir une espèce de fierté, et que, à travers la figure du Shah comme garant démocratique, on se rappelle qu'on a quand même 4000 ans d'histoire. Et enfin, il y a quand même encore un autre truc qui me rend dingue, c'est le fait que tout d'un coup, l'Iran, qui était dans toutes les bouches, l'Iran nationaliste, depuis la guerre des 12 jours en juin, on a expliqué que, oulala, mais erreur des Israéliens, des Américains, ça va ressouder le fameux nationalisme iranien, ça va les ressouder derrière les mollahs. Que dalle de Kutchi. Résultat des courses, il s'est passé quoi là? Depuis, on a un élément de langage qui vient de la monarchie, qui a été repris par tous ceux qui sont sensibles au discours islamiste. Tout à coup, on découvre qu'il y a des minorités en Iran, sans déconner. Ah
Ah bon, il y a des Malouches, des Azéris, des Kurdes. Mazamini était kurde, ça a empêché tout l'Iran de se mobiliser. Kurdes, Balouchis, Azéris, tous souffrent de la même tyrannie et sont victimes des mêmes mollahs et pleurent leur mort ensemble. Et enfin, pour finir, moi je voudrais dire, comme la majorité des Iraniens, 80% à l'intérieur et tout ça à l'extérieur, je voudrais dire merci à Israël, aux États-Unis, de ne pas avoir lâché les Iraniens, de leur permettre maintenant, c'est à eux de faire le job, ça je le pense, et que quand même, je ne peux pas empêcher cette émotion-là, c'est que les Perses et les Juifs, c'est 2600 ans d'histoire. Alors pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est des retrouvailles, c'est une cousinade qui se retrouve, et ça fait hyper plaisir. Le cri du cœur. Exactement. Et des fois, ça fait du bien. Donc. Ça fait 2 jours que je me retiens. Alors croyez-moi. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne ? À chaque fois, je le pense, mais un peu plus. C'est-à-dire que si l'Artèche, si l'armée officielle, il en suffit de quelques-uns, ils n'ont que des fusils de base, la population redescend dans la rue et que l'Artèche, dont les enfants manifestent, sont dans la rue. C'est pour ça qu'ils n'ont pas participé aux manifestations contre Mazami et aux dernières manifestations de janvier. C'est qu'on a peur qu'ils pactisent. Donc ils sont restés dans leur garnison. Si ça se passe, si le fils du chat est assez convaincant pour dire je ne prendrai pas le pouvoir et je le pense et je serai là pour que des élections aient lieu, cette fois, c'est la bonne. Mais là, on est en train de, grâce aux Américains, aux Israéliens, des têtes sont en train d'être coupées. Donc oui, c'est possible. J'y crois à chaque fois. Mais là, pardon, dans mes tripes, je le sens. Alors merde, ça va le faire. Pardon. François, c'est pas évident de passer après. Non, on peut parler de la chute des ventes de yaourts bio. Je sais pas. Parlons quand même du détroit d'Ormuz, parce que le détroit d'Ormuz, de fait, il est bloqué. Ouais. Même si les Iraniens ne le disent pas officiellement, même s'il n'y a pas encore une fois une barrière de bateaux iraniens pour empêcher le passage, il est de fait bloqué. Il n'y a plus de bateaux qui passent en ce moment. Et vous dites, il n'y a pas que le pétrole. Non, c'est vrai qu'on se focalise toujours sur le pétrole en cas de conflit du Moyen-Orient en disant finalement c'est ça qui va faire que l'économie mondiale va être ralentie. Le pétrole, on a vu hier, il a augmenté de 10-15%. Alors c'est vrai que si on part des cours du début de l'année, c'est plus, parce que on est passé de 62 à 78 $. Mais il n'y a pas que ça. Et notamment, il s'est passé quelque chose de tout à fait inhabituel aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé au Qatar sur les unités de production du gaz. Pour la première fois dans son histoire, le Qatar, qui est quand même le 2e producteur mondial de gaz, qui produit 20% de la consommation planétaire, a fait état d'un cas de force majeure parce que il avait été attaqué par des drones dans la matinée et il dit j'arrête et de produire et de livrer. Et du coup, on a vu les cours du gaz littéralement exploser et prendre 50% en quelques minutes. On est passé de 32-33 euros le mégawatt à presque 48. C'est un petit peu redescendu, je regardais à l'instant, on est plutôt aux alentours de 43-44. Mais ça représente quand même une augmentation très significative parce que, en plus, au même moment, l'Europe a ses stocks de gaz très bas. On est en France à 20% seulement. Vous savez que le gaz, il est stocké en France dans d'anciennes carrières, dans des cavernes, etc. Et on est à un niveau anormalement bas pour le début du mois de mars. Donc ces deux informations conjuguées ont fait remonter le gaz à un prix qui n'est pas celui qu'on a connu au pire de l'invasion de l'Ukraine. Je crois que pour vous donner une échelle de comparaison, on est donc à 46-47 en ce moment. 46-47 euros le mégawatt, on est monté à plus de 200 au moment d'août. Mais le Qatar est un de nos fournisseurs privilégiés, importants. Oui, en fait, aujourd'hui, pas tant que ça, mais il était prévu qu'il augmente de façon très significative en 2026. Et pour la France, ce sont des accords signés par Total Energy et globalement pour l'Europe. Et évidemment, les tensions au Moyen-Orient compromettent un peu cette stratégie de substitution que nous avions mise en place pour échapper à la dépendance russe. En fait, il y avait 2 piliers, il y avait le Qatar d'un côté et les États-Unis de l'autre. Mais là où c'est évidemment un peu problématique, c'est que le début de reprise qu'on voit en Europe en ce moment était sans doute lié à la baisse très forte des prix de l'énergie. Est-ce que ça s'inverse ? Ça serait dommage. Merci à vous 3 pour ces partis pris et pour votre cri du cœur. Donc, Abnous,